Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la dernière conférence de la journée grâce à Camille et Gabriel qui traiteront le sujet de comment l'UX et la data ont boosté la génération de leads de notre client Kulligan. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. On y répondra pendant le webinaire grâce à nos modérateurs et nous aurons également une partie questions-réponses à la fin également du webinaire. Le replay sera disponible en fin de journée. Et voilà, je vous souhaite bonne conférence à toutes et à tous et je passe la main à Camille et Gabriel. Merci Emma. Bonjour à tous du coup, bienvenue dans ce webinaire dédié au CRO. Donc je vais co-animer cet atelier avec Gabriel ici présent, qui est de chez Kulligan, et moi du coup je suis experte CRO chez Adelium. Donc on va voir ensemble comment améliorer la performance des sites, de vos sites grâce à une stratégie CRO amélioration continue. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On va être ensemble pendant 45 minutes où le webinaire va vraiment se passer, et ensuite on aura à peu près 15 minutes de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions, comme l'a dit Emma, dans l'onglet questions. Donc, comme l'a très bien dit Emma, aujourd'hui, on est là pour vous exposer le cas de Kulligan, qui travaille avec l'agence Adelium depuis maintenant 4 ans. Et on va exposer du coup cette problématique lors de ce webinaire, comment l'UX et la data ont boosté la génération lead sur le site kulligan.fr. Donc, on va rapidement introduire ce webinaire, puis on va se présenter quand même avec Gabriel pour vous expliquer notre parcours et comment on travaille ensemble. On enchaînera ensuite sur un point très important pour nous, qui est la compréhension des utilisateurs. Puis, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec des exemples concrets d'A/B tests qu'on a réalisés pour le site Kulligan et qui a permis d'améliorer les conversions. Et enfin, on finira par un point méthode, puisque du coup, c'est en améliorant nos propres méthodes qu'on arrive aussi à améliorer les performances de nos solutions. Donc, pour introduire tout ce webinaire, nous, ce qu'on voulait déjà vous exposer, c'est la notion de CRO. Donc, la notion de CRO, Conversion Rate Optimization, c'est vraiment une approche basée sur l'amélioration continue en fait de vos sites, qui va permettre de limiter les risques dans cette approche-là, parce qu'on va aller travailler des hypothèses et essayer de travailler petit à petit l'amélioration de votre site en essayant de tester un maximum. Donc, plutôt que de refaire une grosse refonte de vos sites tous les 2 ans, l'objectif du CRO, c'est de pouvoir améliorer en fait en continu vos sites pour répondre à vos objectifs business. Ça va également permettre de maîtriser vos coûts, puisqu'on est dans une démarche vraiment d'A/B test pure, où le retour sur investissement est notre KPI principal. Donc, l'objectif, ça va vraiment être de pouvoir atteindre les objectifs business pour derrière implémenter sur le site que des évolutions qui ont un sens pour la marque et pour le business. Et enfin, être plus agile, puisque du coup, dans une démarche CRO d'amélioration continue, on va vraiment pouvoir être au plus proche du marché, des tendances, et implémenter des choses au fur et à mesure de façon très agile en très peu de temps. Donc ça, c'est pour la partie CRO, mais chez Adelium, on a aussi une spécificité, c'est l'UX. On est vraiment, c'est l'ADN propre de Adelium, l'expérience utilisateur. Donc l'expérience pas que utilisateur d'ailleurs, mais aussi expérience client et expérience employé. C'est l'association de ces 3 expériences qui fait que derrière, on arrive à proposer des solutions qui soient pertinentes
pour tout le monde et qui, du coup, in fine, améliore les performances de vos sites. Et donc, c'est l'équation gagnante du CRO et de l'UX qui fait que derrière, on arrive à vraiment avoir des super résultats au fil des années. Donc, cette stratégie, c'est une stratégie agile qui est basée sur 4 grands piliers. La compréhension des utilisateurs, la compréhension du contexte, qui va vraiment nous permettre de mieux identifier les frustrations, les besoins et identifier du coup les optimisations potentielles à implémenter sur vos sites. La co-conception, là encore, c'est vraiment important de penser intelligence collective et de faire intervenir les métiers les plus experts en fait au sein du projet pour élaborer des évolutions qui sont les plus performantes. Ensuite, bien sûr, on va produire. C'est normal, à un moment donné, il y a quand même la production de maquettes, de développement. Et enfin, on va surtout mesurer, tester et encore tester pour permettre d'identifier si les évolutions qu'on a mises en place ont un impact business sur vos sites. Donc voilà, c'est vraiment cette démarche agile qui est le cœur de notre méthode chez Adelium et qu'on a vraiment mis en place à travers notre accompagnement avec Culigan. Donc, maintenant que vous avez fait cette petite introduction, on va quand même se présenter et je vais laisser la parole à Gabriel parce que je suis polie pour présenter Gabriel. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Gabriel Faure. Moi, je suis responsable digital Culigan France, comme c'est inscrit sous vos yeux. Moi, j'ai 13 années d'expérience. Ça fait 13 ans que je suis dans le marketing digital. Et pour vous faire rapidement mon parcours, j'ai plus commencé sur des missions acquisition de trafic, donc traffic management. Et puis, petit à petit, j'ai glissé vers des métiers data analyst, UX et CRO. Et justement, avant de rejoindre Culigan, j'étais spécialiste CRO en agence à Montréal. Et donc, j'ai rejoint Culigan il y a 3 ans en tant que chef de projet digital et UX, avec comme objectif principal l'optimisation du taux de conversion du site Internet. Et il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité de devenir responsable de l'équipe digitale. Donc, je suis devenu responsable digital. Et donc, aujourd'hui, je manage l'équipe qui est à la fois en charge de générer du trafic et aussi d'optimiser le site Internet. Donc, ça a été l'occasion pour moi de pouvoir utiliser ma double expertise et c'est très appréciable. Et donc, le deuxième slide, il est pour présenter rapidement Culigan. Donc, Culigan, nous, on aime se définir comme des spécialistes du traitement de l'eau. Ça fait 87 ans qu'on fait ça. On est présent pour les particuliers, donc en B2C, à travers notre gamme d'adoucisseurs, donc pour adoucir l'eau, pour enlever le calcaire de l'eau, et les purificateurs d'eau pour purifier l'eau, c'est-à-dire enlever le mauvais goût, le chlore, les pesticides, etc. Et on est aussi présent en B2C avec des fontaines à eau en entreprise. Culigan, c'est un réseau de 70 agences. C'est une entreprise qui a une grosse culture terrain. C'est vraiment dans notre ADN et c'est très important, vous allez le voir pour la suite de la présentation. On a 190 conseillers commerciaux. Donc, ce sont nos commerciaux, nous, on aime les appeler conseillers commerciaux et qui se déplacent donc sur toute la France pour démontrer l'intérêt de nos produits et les bienfaits d'une eau adoucie ou purifiée. Et donc, le site Internet, dans tout ça, la stratégie digitale au global, notre rôle, c'est d'apporter du lead. Donc, ça passe par de la demande de devis, de la demande de rendez-vous pour justement accompagner tous ces commerciaux sur le terrain. Merci Gabriel. J'enchaîne avec ma présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis Camille. Je suis experte CRO et UX stratégiste chez Adelium. Ça fait maintenant 3 ans que je suis rentrée chez Adelium et donc du coup, mes missions principales, ça va vraiment être de pouvoir me baser sur la data pour améliorer la performance des sites. Donc, j'ai vraiment cette casquette CRO très présente dans mes missions au quotidien. Pour vous donner un peu mon background, donc moi, j'ai une dizaine d'années d'expérience également. J'ai toujours travaillé en agence avec du coup pas mal de marques
que j'ai accompagnés, notamment Interflora, Ada, Auchan et aujourd'hui chez Adelium, Triba, Culligan ou encore Schmitt. Et donc, du coup, aujourd'hui, bah, j'ai vraiment une compétence que j'utilise au maximum dans mon conseil, c'est la dimension e-commerce, qui n'est pas du tout présente chez Culligan aujourd'hui, par exemple, ou sur même tous les autres clients que j'accompagne chez Adelium. Mais pour autant, il y a vraiment des ponts très intéressants entre le e-commerce et la génération de leads. Et donc, c'est grâce à mon background e-commerce que j'arrive aussi à proposer des solutions qui sortent un peu du commun et qui permettent d'améliorer les performances. Voilà pour ça. Et donc, du coup, pour vous résumer un peu l'agence Adelium en quelques mots, on est une agence d'une 35 collaborateurs à peu près. On est basé à Strasbourg, une grande partie, mais également dans le sud de la France. Et donc, comme je vous le disais depuis le début, l'ADN de chez Adelium, c'est vraiment l'UX, l'expérience utilisateur, portée par des projets qui ont du sens. Nous, on a envie de vraiment donner un sens à nos actions et donc faire en sorte que les solutions qu'on propose permettent de répondre à un besoin, que ça soit un besoin utilisateur, un besoin client, un besoin même employé auprès des équipes chez nos clients. Donc voilà, c'est vraiment notre expertise. On a à la fois une dimension très production avec une équipe dédiée sur la conception et le développement. Et on est également cabinet de conseil, donc on intègre du conseil dans toutes nos recommandations, avec des UX stratégistes notamment qui accompagnent tous nos clients. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 200 clients partout en France, mais avec une grosse spécificité quand même locale à Strasbourg. Et donc, du coup, on a des domaines assez différents. On a pas mal de grandes entreprises également. Donc, on a accompagné par exemple Airbus depuis 2 ans, je crois, Culligan depuis 4 ans, donc ou encore Triba même depuis 3 ans et demi, 4 ans. Donc voilà, on aime travailler sur le long terme avec nos clients pour les accompagner et répondre à leurs enjeux. Je vais du coup passer la parole à Gabriel pour expliquer un peu d'où vient cette collaboration. Ouais, je suis très content que Camille, tu me laisses présenter ce slide-là parce que effectivement, ça fait 4 ans que Adelium et Culligan travaillent ensemble. Si vous avez été attentif à nos introductions et que vous avez eu des cours de maths, vous vous rendrez compte qu'en fait, Culligan et Adelium travaillaient avant que Camille et moi arrivions chez Adelium et chez Culligan. Et donc, si aujourd'hui on travaille encore ensemble, vous vous doutez que c'est parce que la relation fonctionne très bien. Donc, effectivement, en 2019, Culligan fait appel à Adelium pour refondre son site internet. Le site qui était là auparavant était vieillissant et il n'était pas du tout adapté au déploiement d'une stratégie digitale plus efficace. C'était un frein. Donc, il fallait le retravailler. C'est ce que Adelium a fait. Et ensuite, Camille est arrivée en 2020 chez Adelium. Moi, je suis arrivé fin 2020 aussi chez Culligan. Et là, la magie a opéré parce que Camille et moi, on s'est bien trouvés. On s'est vite rendu compte qu'on avait la même passion pour l'optimisation, l'analyse, etc., qu'on avait une méthodologie de travail aussi qui était très proche. Et surtout, ce qui a fini par nous unir pour de bon, c'est qu'on nous a fixé le même objectif. Donc, Culligan a fixé un objectif commun à Adelium, m'a fixé un objectif, et c'était d'ailleurs un objectif qu'on partageait aussi avec Cybercité, et on le verra juste après. La chance qu'on a eue, nous, c'est que avec Camille, donc le site existait déjà depuis plus d'1 an. Donc quand on est arrivé, il y avait déjà 1 an de data existant, ou plutôt de data analytics. Et donc nous, on a accentué le travail sur d'autres data à récolter. Donc on a notamment commencé à mettre en place une stratégie CRO pour voir ce qu'on pouvait optimiser. On a mis en place un tracking pour nous permettre d'obtenir encore plus d'informations, plus de data qualitatives. Et on a mis en place des études quali-quanti
Et ça, on va le voir après. Et donc voilà, l'objectif qu'on nous avait fixé. Comment faire 15% de leads en un an. Et donc ça, c'est l'objectif qui était partagé aussi avec Cybercité. Nous, avec Adelium, on l'a légèrement transformé en un taux de conversion, une augmentation du taux de conversion à atteindre, à condition qu'on garde le même trafic niveau Cybercité. Et ensuite, plus Cybercité allait chercher du trafic, plus nous, notre rôle avec Camille, c'était, si on pouvait toujours faire évoluer le taux de conversion, c'était bien, mais c'était au moins de le maintenir. Donc on a transformé ce besoin d'avoir des leads en plus en un besoin d'augmenter le taux de conversion. Et donc, c'est à partir de cet objectif qui était très ambitieux au début, mais qui nous a un peu challengé, qu'on a commencé à vraiment mettre les pieds dans le plat et aller à l'action. Et pour ça, on a commencé par essayer de comprendre un peu mieux le contexte d'utilisation du site et dégager du coup des axes d'optimisation. Donc, le premier point vraiment qui était assez crucial, c'était d'aller à la rencontre de nos utilisateurs et donc de pouvoir les rencontrer lors d'entretiens et tests utilisateurs. Donc, on a essayé d'observer un maximum leurs usages sur le site. Là, on vous a mis un exemple de ce qu'on a pu identifier comme retour à chaud des utilisateurs quand ils arrivaient sur le menu. Donc là, vous voyez, c'est l'écran du menu à l'époque. Donc en 2020, fin 2020. Maintenant, vous allez voir, il a bien changé, mais n'allez pas tout de suite sur le site Culigan. Attendez un peu la fin de la presse pour voir l'évolution. Donc là, aujourd'hui, quand on a fait ces entretiens-là, on a identifié pas mal de choses. En fait, nos utilisateurs nous ont dit clairement, OK, il est beau ce site, le menu. Ils avaient plutôt un bon ressenti graphique, mais en termes d'expérience, on a identifié rapidement des petites frustrations. Eux, les utilisateurs, ils voulaient absolument pouvoir déjà comparer les produits. Et quand ils ouvraient en fait le menu, ils étaient confrontés à ce menu avec l'utilisation d'icônes pour illustrer les produits, un prix, mais sans savoir vraiment à quoi ça correspondait, puisque c'était par mois, des noms produits qui sont des noms de produits tout simplement, mais sans forcément de détails. Et eux, finalement, pour comparer, ils devaient aller d'une fiche produit à une autre pour pouvoir essayer de vraiment comparer ces produits-là. Mais dès le menu, c'était un peu compliqué pour eux. Donc souvent, ils cliquaient sur un produit vraiment au hasard. Alors surtout, c'était souvent le moins cher, le au hasard. Ou sinon, ils cliquaient directement sur tout savoir sur la gamme pour avoir quelque chose d'assez large et essayer de récupérer des informations. Donc c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Et deuxième point aussi qu'on a ressenti, c'est que donc Culigan propose des adoucisseurs et des purificateurs. Et finalement, en fait, sur le marché français, c'est des adoucisseurs et des purificateurs, c'était pas forcément très compréhensible pour les utilisateurs. Ils n'arrivaient pas forcément à faire la différence entre ces mêmes gammes. Et donc, c'était important pour nous aussi on a tout de suite identifié que potentiellement, il faudrait amener plus d'informations sur ces gammes pour indiquer à l'utilisateur tout simplement qu'est-ce que c'était et quels bénéfices en fait on pouvait apporter chacun des produits. Donc cette compréhension des utilisateurs nous a vraiment permis de mieux comprendre tout ce que je viens de vous dire ici. Et donc on a vraiment été à la rencontre des utilisateurs pendant 2 demi-journées. Chaque entretien durait 45 minutes. On a rencontré 6 utilisateurs qui étaient vraiment des personnes qui étaient au plus proche de la cible de Culigan, prospects et clients, pour vraiment identifier tous ces freins-là. Donc là, je vous ai vraiment mis le focus sur le menu, mais en réalité, vous l'avez bien compris, ils ont vraiment parcouru tout le site et on a pu observer plein de choses sur les différentes pages du site. Également, deuxième point, c'est l'expérience terrain. Et du coup, là, je vais laisser Gabriel en parler.
Et je vous disais au début de la présentation que chez Kuligan, on a une grosse culture terrain. Bah forcément, ça a un impact aussi sur ce qu'on fait sur le digital. Et d'ailleurs, nous, bah dans l'équipe digitale, on va souvent sur le terrain pour justement voir comment ça se passe, entendre ce qui se passe et pouvoir optimiser le site en conséquence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Kuligan, nous, nos conseillers pour mieux conseiller justement les prospects, ils aiment se déplacer à domicile, ils aiment faire la démonstration de nos produits et vraiment expliquer ce que sont nos produits, ce qui vont changer dans la vie des personnes et même tester le produit, puisque par exemple on fait le test où on peut se laver les mains avec l'eau du robinet classique, de l'eau adoucie, et donc là le prospect peut vraiment vivre cette expérience-là. Donc une des contraintes en fait qu'on nous a fixé, qui a été fixée, c'est de se dire il ne faut pas que ce que nous on propose en ligne, donc l'expérience sur le site internet, vienne interférer avec ce qui se passe ensuite sur le terrain. On ne pouvait pas trop en dire, pas trop en dévoiler pour que ça reste une surprise et vraiment une expérience vécue à domicile, mais en même temps il fallait quand même qu'on en dise suffisamment pour que l'utilisateur ait envie de faire une demande et envie de nous rencontrer. Donc ça c'est un premier retour qu'on a eu. Ensuite, on a aussi eu le retour, comme l'expliquait Camille juste avant, du fait que les gammes, c'est pas facile à comprendre. Est-ce que l'adoucisseur purifie l'eau ou inversement, et aussi que les produits étaient difficilement comparables, donc ils savaient jamais vers quel produit se tourner. Et enfin, il y a une unicité du discours. Il faut savoir qu'on a aussi un vocabulaire qui est utilisé chez Kuligan. C'est un vocabulaire qui est propre au domaine de l'eau, mais qui est aussi propre à nous. Et donc, nous, sur le site internet, il fallait qu'on fasse attention à ce que ce vocabulaire, à ce que ce discours soit identique à celui qui est proposé sur le terrain pour que l'expérience soit plus fluide et soit plus continue. Voilà. Donc, dernier point, donc on vous a parlé de l'expérience utilisateur vécue sur le site, de l'expérience utilisateur et prospect vécue sur le terrain. Mais aussi, du coup, on a couplé ça avec des données vraiment comportementales grâce à la data. Et ça, c'est super important parce que même encore aujourd'hui, en fait, on analyse toujours le site grâce à la data et on se sert de ces données comportementales. Donc là, on peut vous illustrer un outil qu'on utilise très régulièrement, c'est Hotjar. Donc Hotjar, c'est un outil qui permet d'identifier de pouvoir identifier les zones d'attrait sur le site. Donc grâce notamment à des cartes de chaleur qui permettent d'identifier les zones les plus cliquées ou le scroll sur les pages. Mais également, Hotjar permet de coupler ça avec du recording, donc des enregistrements en fait de nos utilisateurs. Donc là, c'est assez magique parce que c'est tout comme les entretiens utilisateurs et l'observation utilisateur, on peut observer les utilisateurs en train de naviguer sur le site et identifier rapidement qu'il y a certains éléments qu'il faut retravailler. Donc souvent d'ailleurs, comme sur tout site, on peut identifier des anomalies grâce au recording, mais en l'occurrence là, on a essayé vraiment de creuser un peu le tunnel de contact, donc le tunnel de demande de rendez-vous en l'occurrence, et on s'est rendu compte que avec tous ces recordings là, on avait quelques points à optimiser également, notamment sur la compréhension des erreurs dans le formulaire. Ça, c'est un sujet qui arrive très fréquemment et qui est, d'un point de vue expérience utilisateur, primordial. Et donc ça, c'est un des sujets qu'on s'est dit qu'il fallait optimiser très rapidement. Également, le fait de demander un code postal, c'est pas toujours vécu de la bonne manière par l'utilisateur. Ils se demandent pourquoi on leur demande une information qui commence à devenir un peu plus personnelle. Donc, c'est souvent aussi une frustration qu'il faut savoir expliquer. Ou encore, les utilisateurs qui demandent un devis ou qui veulent prendre un rendez-vous, souvent, ils veulent exprimer en fait leurs problématiques. Et donc, exprimer leurs problématiques, ça passe par peut-être un champ de commentaires où ils peuvent du coup remplir leurs besoins. Et sur le formulaire, initialement, on n'en avait pas. Donc, on s'est rendu compte rapidement
qu'il était peut-être trop court finalement ce formulaire et qu'il manquait peut-être certains champs indispensables pour les utilisateurs. Autre point aussi, donc pour aller encore plus loin dans la donnée, on a mis en place un plan de tagage. Donc un plan de tagage, en fait, ça permet de pouvoir identifier toutes les actions que va faire un utilisateur sur le site. Donc quand je dis action, ça peut être le scroll également sur une page, ça peut être également le clic sur un CTA, donc un bouton, ça peut être également le clic sur une bannière, la lecture d'une vidéo, voilà, ça peut être toutes les actions en fait que l'utilisateur va réaliser sur le site. Et donc nous, on avait vraiment envie d'optimiser le tunnel parce qu'on avait identifié dans les entretiens utilisateurs que c'était vraiment une partie du site à creuser. Et on s'est dit, pour récolter un maximum de données et voir finalement là où les utilisateurs sortaient du tunnel, on s'est dit qu'on allait traquer chaque étape. Donc là, comme vous pouvez le voir à droite, c'était notre menu à l'époque, qu'on a traqué, notre tunnel de contact, qu'on a traqué étape par étape. Et en fonction de ce tracking-là, on a pu identifier que à certaines étapes, on avait un taux d'abandon plus fort ou un taux de succès très important aussi. Donc, ça nous a permis aussi de nous rendre compte que entre les produits, il y avait des différences de performance. Notamment, par exemple, le purificateur, au départ, était moins cliqué que l'adoucisseur parce que l'adoucisseur, chez les Français, en tout cas, est beaucoup plus connu que le purificateur. Et donc, ça se constatait assez nettement, en fait, sur le plan de tagage. Donc, ça a été aussi un élément très important dans notre analyse pour creuser derrière les actions à optimiser. Donc, ces données-là, toute la data en fait qu'on collecte, il y a plusieurs moyens de le faire. Là, on vous a illustré 2 points, l'utilisation d'Hotjar ou encore même le plan de tagage. Mais dans l'idée, en fait, en fonction de votre temps, de votre expertise, de votre budget, vous pouvez faire plus ou moins de choses. L'important, c'est de pouvoir se baser un minimum sur la data parce que de la data, c'est comme une étude quantitative. C'est de la donnée brute, c'est vos utilisateurs qui agissent sur votre site et ça vous permet vraiment de pouvoir faire des conclusions de façon plus fiable. Donc, il y a plusieurs outils pour ça. Vous pouvez aller du basique, on va dire, jusqu'à la donnée très précise. Donc, le basique en web, c'est de pouvoir brancher votre site sur un Google Analytics ou un Piwik qui va vous permettre de pouvoir traquer la performance de vos pages, le taux de rebond, le taux de conversion quand il est bien traqué, la durée moyenne passée sur votre site, etc. Donc, plein de données en fait natives à Google Analytics et Piwik Pro comme exemple, qui vont vous permettre vraiment de pouvoir déjà identifier des axes d'optimisation. Après, pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez du coup brancher votre site à un outil comme Hotjar ou Microsoft Clarity qui propose à peu près les mêmes services, c'est-à-dire de la carte de chaleur, du taux de scroll, du recording. Et enfin, si vraiment vous voulez traquer des données très très précises, vaut mieux mettre en place un plan de tagage comme on l'a fait pour le tunnel de contact où on a pu vraiment traquer le clic et où vous pourrez potentiellement aussi traquer les scrolls, la lecture des vidéos, la complétion de formulaires, champ par champ, identifier là où potentiellement il y a des champs qui performent moins que d'autres, etc., etc. Donc voilà, nous, on vous recommande fortement de vous baser sur la data pour vos optimisations parce que c'est la base en fait du CRO. Et donc maintenant, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, les actions qu'on a mises en place, les optimisations et les résultats. Donc je pense que c'est ça que vous attendez depuis le début en réalité. Donc comme je vous le disais, l'A/B testing, c'est vraiment le cœur d'une stratégie CRO. Tout ce qu'on va optimiser, tout ce qu'on va identifier comme des points d'optimisation pour performer sur vos sites, ça doit être testé parce que on a des hypothèses, mais on ne sait pas, on n'est pas à la place de vos utilisateurs et c'est vos utilisateurs qui décident à la fin. Donc, du coup, c'est vraiment grâce à la puissance des A/B tests qu'on peut vraiment identifier quelle est la solution
qui est la plus performante et qui séduit le plus vos utilisateurs. Donc, juste pour vous donner un petit indicateur avant de vous donner quelques exemples concrets, nous, chez Adelium, grâce à cette stratégie d'A/B test, on a réussi sur l'ensemble de nos projets en run, donc pas que Kuligan, mais d'autres projets également, à améliorer nos conversions de plus 11% en moyenne de façon annuelle, ce qui est assez intéressant parce que tout ça, en fait, c'est des leads qui rentrent du coup dans votre base et ensuite qui peuvent être rappelés par vos commerciaux, convertis, etc. Et derrière, c'est du chiffre d'affaires en plus. Donc, c'est un bon objectif à se fixer de se dire qu'on peut faire en moyenne 10 et à 11% d'amélioration de conversion par an. Du coup, comme vous avez pu le voir lors de nos différentes études, terrain, observation utilisateur quali ou même data, on a vraiment essayé de se focus au départ sur le menu et sur le tunnel de contact, qui étaient vraiment deux chantiers très importants, générateurs de business. Et donc, on va commencer par le chantier 1, qui est la refonte du menu. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je pense que vous l'avez déjà vu lors de la slide précédente, voici le menu au tout début. Quand on est arrivé il y a 3 ans avec Gabriel, il était comme ça. Vous avez identifié, du coup, je vous ai expliqué tous les points à optimiser, tout ce qui n'allait pas, donc c'est-à-dire la comparaison des produits, le fait de comparer aussi et d'identifier la différence entre les gammes. Et puis aussi, on s'était rendu compte que ça demandait beaucoup de clics, en fait, pour arriver à la page de destination, donc une page produit et une page gamme. Et donc, on a voulu vraiment accélérer un peu plus la navigation de nos utilisateurs. C'est pour ça qu'on a refondu complètement le menu. Et la première action qu'on a fait, c'est qu'on a remonté en niveau 1 l'entrée vers les différents produits. Comme je vous le disais au début, on a 2 gammes, adoucisseurs et purificateurs. Et donc, sur ces 2 gammes, il fallait que ce soit identifiable dès le début dans le menu. Donc, on les a mis en premier niveau. Et ensuite, une fois que l'utilisateur cliquait par exemple sur adoucisseur, l'objectif pour nous, c'était qu'il comprenne ce qu'est un adoucisseur, en tout cas quel bénéfice ça lui apporte. C'est pour ça qu'on a rajouté une petite phrase, la solution contre le calcaire. On a également essayé de faire en sorte que les utilisateurs puissent comprendre la différence entre les différents produits. Donc là, par exemple, pour l'exemple de l'adoucisseur, vous pouvez voir que on a mis des bénéfices utilisateurs, donc 3 bénéfices utilisateurs par produit, pour pouvoir aider l'utilisateur à se diriger vers la solution qui correspond le mieux à son besoin. Par exemple, pour un utilisateur qui habite en appartement, c'était beaucoup plus simple pour lui de se rediriger vers le produit Kuligan Avenue parce qu'en premier point de bénéfice, on avait mis idéal pour les petits espaces. Donc, parfait pour une personne qui habite en appartement dans un espace plus restreint. Et par exemple, pour le Kuligan Evo Life, on a mis idéal pour les familles. Tout de suite, l'utilisateur peut s'identifier à un produit et choisir le produit qui correspond déjà à première vue à son besoin. Donc ça a permis vraiment d'améliorer beaucoup plus l'efficacité du menu. On a A/B testé bien sûr ce menu et on a collecté plus de 5%, donc 5,4% de clics sur les gammes produits. Donc dans le menu, les clics liés aux gammes ont augmenté de plus 5%. Et in fine, on a amélioré notre taux de conversion sur le site issu du menu, issu des clics sur le menu, de plus 29%. Donc, ça a vraiment changé considérablement en fait la performance du site grâce à cette refonte du menu. Deuxième point également, donc là vous pouvez le voir, c'est notre menu refondu. Donc, c'est devenu un avant, puisque du coup, on a continué à optimiser ce site.
Et donc, bon, là, on a changé l'image pour vous montrer aussi à quoi ça ressemblait sur le purificateur, tout comme l'adoucisseur. On avait une explication précise de ce qu'est un purificateur, quel est le bénéfice principal. Bah, c'est une eau plus pure sans micropolluants. Et également, on avait identifié pour chacun des 3 produits les bénéfices associés au produit. Donc maintenant qu'on est passé, qu'on avait fait cette refonte, on ne s'est pas arrêté là et on s'est dit comment on peut encore optimiser et accroître le nombre de clics sur les produits. Comment faire en sorte que les clics sur les produits phares, surtout, soient plus performants, donc soient plus cliqués. En l'occurrence, nous, le Culligan Intense, c'était celui qu'on voulait un peu vendre et c'est celui qui est le plus vendu. Du coup, on s'est dit comment faire en sorte que les utilisateurs cliquent plus sur le produit que milieu. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un tag, le plus populaire, qui s'est vraiment ajouté au niveau du produit associé, donc le Culligan Intense, et on a ajouté ce même tag sur la page produit pour faire en sorte que l'utilisateur qui clique sur cet élément dans le menu puisse retrouver la même information une fois qu'il arrive sur la page de destination, donc la page produit. Et là, encore une fois, on a permis d'améliorer encore plus la performance du menu avec plus 2% de clics sur le produit Culligan Intense et plus 65% de conversion issue du clic sur ce produit-là en particulier. Donc, encore une fois, tout ça pour vous montrer que plus on avance, plus on affine et plus on gagne des points de conversion. Et c'est vraiment cette démarche-là d'aller de plus en plus profondément dans nos hypothèses qui nous permet derrière d'atteindre des bons taux de conversion. Deuxième chantier, le tunnel de contact. Donc, ce tunnel de contact, c'est c'est aussi le pilier de la génération de leads sur le site. Comme vous l'avez dit, Gabriel, c'est la génération de leads derrière qui anime le réseau. Et donc, au départ, quand on est arrivé, on avait ce tunnel-là. Donc, ce tunnel-là, une pop-in qui s'ouvre quand on clique sur être conseillé sur être conseillé et qui permettait à l'utilisateur de pouvoir choisir entre est-ce que je veux demander un devis personnalisé, être conseillé ou demander encore une analyse de l'eau. Donc, ce tunnel-là, on s'était rendu compte rapidement que les utilisateurs avaient du mal à comparer et n'allaient pas jusqu'au bout du tunnel parce que du coup, ils s'essoufflaient rapidement, en fait, dans le tunnel. Il y avait un fort taux de rebond sur cette pop-in. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la structure complète du tunnel de contact. Et on s'est dit, pour que les utilisateurs puissent rester sur ce tunnel, aller jusqu'au bout du processus, il faut qu'on puisse lui indiquer qu'il y a un système d'étapes et que dans sa demande, il va progresser. Et donc, cet écran qui prenait vraiment toute la place de l'écran de l'utilisateur a permis de plus l'engager dans une démarche de contact. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment essayé d'intégrer les mêmes codes, les mêmes entrées, mais graphiquement, avec une expérience qui était complètement différente. Et on a essayé aussi d'apporter un peu plus d'humain dans ce tunnel, avec la place de Caroline, qui était du coup un agent de chez Culligan qui permettait d'apporter un peu plus d'humain dans l'esprit de conseiller les utilisateurs. Grâce à ça, on a amélioré, donc en restructurant tout ce tunnel. J'ai oublié de vous dire, on a aussi du coup, on a profité pour optimiser un peu le formulaire. On l'a vu au début sur les datas que les champs en erreur n'étaient pas forcément bien identifiables pour les utilisateurs.
Donc, on a optimisé aussi ces champs-là. Et donc, grâce à toutes les actions réalisées sur cette refonte du tunnel, ça nous a permis d'améliorer de plus 12% le tunnel de contact et d'améliorer surtout la complétion du formulaire, donc en dernière étape, de plus 77%. Donc, grâce à toutes les optimisations qu'on a faites sur la dernière étape, qui était la complétion du formulaire. Donc, comme tout à l'heure, le après devient un avant, puisque du coup, on a essayé de creuser encore plus ce tunnel, faire en sorte que ce tunnel soit encore plus performant que ce qu'il était précédemment. Et donc, on en a profité, on s'est dit, bon, bah maintenant, nous, ce qu'on a identifié quand on a mis en place notre plan de tagage, c'est que nos utilisateurs cliquaient plus sur devis personnalisés, sur m'entretenir avec un conseiller, mais très peu sur l'analyse de l'eau. Finalement, l'analyse de l'eau n'était pas du tout cliquée et prenait une place quand même assez importante sur le tunnel. On a aussi identifié que pendant les entretiens utilisateurs, il y avait vraiment deux catégories d'utilisateurs. L'utilisateur qui va vouloir un devis, absolument. Il veut un prix, il veut pouvoir avoir une réponse efficace et il est déjà assez mûr dans sa réflexion. Et on avait une autre catégorie d'utilisateurs qui, lui, était plus dans la recherche de conseils, qui savait pas exactement quel produit il voulait, qui avait une problématique, mais pas forcément la solution. Et du coup, cette dimension conseil était vraiment importante. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment différencié le tunnel. On a pris le parti de changer le CTA, donc le bouton dans le header, et d'y intégrer à la place de être conseillé, de mettre demander un devis, qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus attrayant pour l'utilisateur. Et là, sur le tunnel de devis, on a gardé que deux entrées qui sont demander un devis pour un produit ou demander un devis pour un contrat d'entretien qu'on souhaitait mettre en avant sur le site. Et dans la partie nous contacter, on s'est rendu compte que c'est plutôt les utilisateurs qui souhaitent un contact, être conseillés. Et donc, dans cette partie-là, on a mis être conseillé sur un produit ou contacter le service client. Ce qui permet vraiment de différencier les deux types d'utilisateurs et d'avoir un chemin différent pour chacun. Et ça, encore une fois, ça a permis d'améliorer la performance de notre tunnel au global. Et donc, tous les utilisateurs qui rentraient dans ce tunnel-là ont permis d'améliorer le taux de conversion de plus 47% du tunnel. Et on continue encore aujourd'hui d'optimiser. Donc là, je vous ai montré que quelques exemples. Mais encore aujourd'hui, on continue d'optimiser ce tunnel parce que c'est vraiment une clé d'entrée super importante pour l'objectif de conversion qu'on a de façon annuelle. Et donc, petit à petit, on essaye d'ajouter d'autres petits tips pour inciter les utilisateurs à rentrer dans ce tunnel et à convertir, à demander un devis. Donc, dernièrement, on a pu mettre en place cette petite fenêtre qui s'ouvre au bout de 20 secondes passées sur la page. L'objectif étant de repositionner l'œil de l'utilisateur sur l'action que l'on veut mettre en avant le plus. Et donc ça a permis d'augmenter le taux de clic sur le CTA, donc sur le bouton, de plus 38%. Et derrière, forcément, le taux de conversion issu du clic. Et encore, pour aller plus loin, on n'a pas les résultats pour cet A/B test-là, mais c'est aussi quelque chose qu'on a voulu améliorer sur le tunnel, c'est mettre en avant l'offre promotionnelle en cours dans le tunnel pour inciter les utilisateurs à finaliser leur demande de devis parce qu'ils allaient du coup profiter d'une offre en cours s'ils le faisaient. Donc, avec un petit message un peu stress marketing, mais
tout en restant light, comme finaliser votre demande de devis pour en profiter. Voilà. Et donc, on vous a partagé tous nos exemples concrets et on va finir par un petit point sur la collaboration qu'on a et sur nos méthodes de façon très rapide. Aujourd'hui, la B-testing, c'est crucial pour nous, comme vous avez pu le comprendre, je pense, dans notre discours. Et donc, cette vision en entonnoir, c'est vraiment la vision qu'on essaye d'aborder, d'appliquer un maximum, c'est-à-dire de partir du plus large, de l'hypothèse générale et d'aller de plus en plus précisément dans nos hypothèses pour optimiser jusqu'à la dernière des dernières des optimisations. D'ailleurs, on n'a jamais une dernière parce qu'il y a toujours des idées qui arrivent, il y a toujours des nouvelles tendances aussi qui arrivent et des comportements utilisateurs qui changent. Et donc, l'objectif derrière, c'est arriver à une optimisation 100% performante, ou en tout cas très, très, très performante, grâce à cette logique d'entonnoir. Et autre tips aussi, donc ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place cette année, à partir de l'année 2023, là, de la prochaine roadmap d'A/B test, c'est l'approche PIE, Potential Importance Is. L'objectif de cette approche, c'est de pouvoir donner un score à toutes nos idées d'A/B test, parce que souvent on a plein d'idées, on peut s'éparpiller et prioriser, c'est des fois un peu complexe. Donc le fait de pouvoir donner une note de 1 à 5 sur le potentiel de l'A/B test, c'est-à-dire si on croit en l'A/B test, nous, profondément, intimement ou pas. Donner aussi une note de 1 à 5 sur l'importance, c'est-à-dire le fait que l'A/B test va s'appliquer sur une page très importante où il y a beaucoup de trafic, par exemple, ou si ça touche un objectif comme la demande de devis qui est très importante pour le site. Et enfin, le is, c'est tout simplement, est-ce que c'est facile à mettre en place ou est-ce que c'est au contraire plutôt difficile et il faut mettre en place un développement. Et donc, en fonction de ces trois critères-là, la moyenne de ces trois notes-là fait un score de 1 à 5. Et toutes nos hypothèses sont notées de 1 à 5, ce qui permet du coup de prioriser nos chantiers et d'avoir une roadmap d'A/B test qui est optimale aussi. Et très rapidement, un point aussi qui nous semblait important d'énumérer pour répondre à la question de ce webinaire, à savoir comment améliorer la génération de leads, c'est la co-conception. Ça veut dire réussir à travailler ensemble pour avoir de meilleurs résultats. Donc vous l'aurez compris, nous là pour l'exemple Kuligan, on a effectivement Kuligan qui a des besoins business, ça peut être des besoins liés à la stratégie du groupe, ça peut être des besoins liés au légal, des choses qu'il faut changer. On a Adelium qui eux ont des besoins de changement sur le site pour atteindre les objectifs, optimiser le taux de conversion. Et on a Cybercité qui gère toute la partie trafic, acquisition de trafic, qui eux ont des besoins aussi pour s'assurer que les campagnes performent le mieux possible. Et donc, ce que je dis, c'est forcément évident. Si on travaille tous les trois ensemble, on va avoir de meilleurs résultats. Sauf que dans les faits, c'est pas si simple. Et je sais de quoi tu parles, puisque en 3 ans, depuis que je suis chez Kuligan, honnêtement, ça va faire 1 an et demi qu'on arrive vraiment à travailler ensemble. Et donc on vous a mis un exemple juste après pour reprendre l'exemple du menu. Le besoin qui a été donc le menu est sorti, il fonctionnait, on l'avait optimisé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et on a Cybercité qui est venu nous voir avec un sujet SEO en nous disant nous on aurait besoin pour améliorer le SEO qu'on ait des articles qui soient mis en avant dans le menu. Donc nous on a pris le point avec Adelium, il fallait que cette modification qui allait avoir un impact SEO, elle soit aussi bénéfique à l'utilisateur, et donc il a fallu sélectionner les articles qui nous semblaient pertinents d'avoir aussi haut dans la navigation. Et ensuite, il y a eu forcément toute l'exécution côté technique. Et donc, pourquoi on a mis 1 an et demi à adopter cette méthodologie? Parce que ce qu'on peut dire au début, c'est accorder trois personnes qui sont à des endroits différents en France, qui n'ont pas les mêmes calendriers. Ça nécessite forcément de faire des efforts chacun de notre côté. Et on le fait
peut-être pas forcément au début parce qu'on a l'impression que ça va nous freiner, qu'on va être moins efficace, qu'on va moins délivrer. Et la vérité, c'est que oui, on va moins délivrer, on est moins rapide. Mais par contre, une fois que ça sort, bah, il n'y a plus besoin de le modifier. Et donc, alors que quand on n'a pas cette phase de co-conception, on va effectivement sortir plus vite des choses, mais il va falloir repasser une fois, deux fois, trois fois derrière. Et à l'arrivée, je parle en connaissance de cause, eh bien la co-conception, ça permet quand même d'avoir de passer moins de temps sur des projets et surtout de faire des économies d'argent. Voilà. Donc, on a vraiment essayé de mettre en place des rituels avec Cybercité pour que à chaque fois que Adelium fait une action d'ailleurs au présent, elle puisse, que nous on puisse du coup valider ces actions auprès des équipes Cybercité pour qu'il y ait zéro impact d'un point de vue SEO ou sinon un impact positif. Et inversement, pareil, dès que Cybercité avait un besoin, première chose à faire, c'est de nous briefer et de pouvoir concevoir ensemble la solution. Voilà, je crois qu'on a fait le tour et il est 17h20, 21. Donc, on a 10-15 minutes de questions-réponses devant nous. Alors, je ne sais pas comment... je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Merci Camille, merci Gabrielle pour votre intervention et votre présentation. Alors, pour information, je viens de publier un sondage dans l'onglet sondage en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis sur la présentation et cet événement. Alors, comme vous voulez, Camille et Gabrielle, si vous voulez prendre les questions au fur et à mesure, sinon je peux vous les présenter sur scène. Oui, je pense. Alors, il y a sans doute déjà certaines réponses qui ont été déjà certaines questions qui ont déjà été répondues, je vois, par Gaël. Donc, on peut... Alors, par exemple, j'ai Étienne qui nous demande « Avez-vous essayé un tunnel en une seule étape après le clic sur « Demander un devis » dans votre header ?» Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez la slide à laquelle correspondait cette question, mais... Oui, je vois très bien. Alors, du coup, nous, on a pas mal de landing page avec un formulaire intégré dans une page, donc avec un seul formulaire. En général, ces landing pages performent plutôt bien, mais c'est vrai qu'on n'a jamais encore essayé d'avoir juste une one page, on va dire, avec tout le formulaire en même temps. D'expérience, en tout cas, pour l'avoir déjà testé sur d'autres sites, ce format étape permet quand même de réduire l'effort utilisateur et permet du coup d'améliorer les performances. Mais encore une fois, on l'a jamais testé sur Kuligan et toute hypothèse peut être encore testée et optimisée. Alors, on a également Eline qui nous demande « Comment gérez-vous les leads une fois les contacts envoyés? Avez-vous des idées de CRM pour les traiter ?» Nous, on fonctionne avec Salesforce. Notre CRM, c'est Salesforce. Donc, les leads arrivent dans Salesforce et de là, les conseillers commerciaux peuvent les traiter. On a Alexander, alors excusez-moi si je prononce mal le prénom. Comment faites-vous pour indiquer à l'utilisateur qu'il peut faire tester la qualité de son eau? Avez-vous gardé cette proposition? Alors oui, du coup, on a gardé cette proposition, mais plutôt que de l'avoir dans le tunnel de devis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de mieux le mettre en avant et de plus le marketer parce qu'il était un peu rangé dans le tunnel, mais pas forcément du coup très cliqué parce que les utilisateurs savaient pas ce qu'il y avait derrière. Donc on est en pleine phase de test encore aujourd'hui sur la home page notamment. Quand on arrive sur la couverture de la home, on est en train de tester de mettre en avant l'analyse de l'eau plutôt que l'offre du moment ou la proposition de valeur tout simplement de la marque. Donc ça, c'est un des tests qu'on a fait. On a aussi poussé l'analyse de l'eau plutôt dans la navigation
parce qu'on s'était rendu compte que les utilisateurs, quand ils ont du mal à comparer les produits, qu'ils ne savent pas exactement quel produit leur faut, c'est souvent parce qu'ils ont besoin d'affiner leurs problématiques. Et donc, l'analyse de l'eau est une bonne entrée pour ça. Donc, on l'avait intégré dans le menu. Donc, voilà, on a plusieurs entrées différentes maintenant, mais on a décidé vraiment de le sortir du tunnel parce qu'un utilisateur qui clique sur demander un devis ou être contacté ne pense pas à une analyse de l'eau, en fait, puisque du coup, il ne sait pas ce que c'est, tout simplement. Ouais, par exemple, on l'a aussi mis sur ce qu'on appelle les pages agences. Donc, vraiment les pages, c'est ce que je disais un peu plus haut, on a quand même un gros réseau d'agences et on a une page à chaque fois sur le site pour référencer ces agences. Et donc là, c'était plus pertinent aussi d'avoir l'option de, à partir de là, de faire une analyse de la qualité de son eau par code postal. Merci pour vos réponses. Alors, on a des questions qui se sont ajoutées. Je pense qu'on va avoir le temps de les traiter. Alors, on a Lise qui nous demande à quelle fréquence faites-vous le point sur l'efficacité des solutions que vous mettez en place? Combien de temps vous laissez-vous avant de dire si cela a fonctionné ou non? Oui, je réponds du coup. Alors nous, alors déjà, on a un rituel. On se voit toutes les semaines avec l'équipe donc Adelium et Kuligan pour justement faire un peu le suivi des A/B tests en cours, des sujets en cours, etc. Donc on refait le point chaque semaine pour identifier où on en est. Et en termes de fiabilité des A/B tests, ce qu'on fait, c'est que donc en fait nos outils nous donnent la fiabilité de nos A/B tests, puisque donc en général, c'est à peu près 15 jours, 3 semaines, on va dire, pour avoir des résultats fiables. Mais ça va dépendre du trafic, en fait, sur les pages qu'on va tester. Si on teste par exemple la home page, qui peut avoir par exemple un fort trafic sur le site, on va peut-être mettre 10 jours pour avoir des résultats fiables, contrairement à une autre page du site où le trafic est beaucoup plus petit, où là, on va peut-être mettre un mois et demi pour avoir des résultats. Donc, ça va vraiment varier en fonction du trafic sur la page qu'on va tester. Mais on essaie quand même d'avoir une récurrence, en tout cas dans nos échanges, de façon hebdomadaire pour pouvoir identifier si on arrête le test, si on le continue encore un peu parce qu'on veut avoir plus de données. Voilà, et on prend nos décisions comme ça de façon hebdomadaire. Ouais, donc si vous avez la chance d'avoir un outil pour vous accompagner, c'est mieux. Des fois, on n'a pas les moyens, on n'a pas tout de suite le budget pour investir sur des outils comme ça. Et donc, si vous le faites plus manuellement, il existe en fait, le CRO, c'est assez scientifique. En fait, c'est vraiment des méthodes de calcul. Camille l'a dit, il y a des paramètres à prendre en compte comme le volume de trafic, le pourcentage d'augmentation qu'on veut obtenir, etc. Et donc, il existe des outils, des calculettes qui permettent, en rentrant tous ces critères, de se rendre compte à partir de quel moment on peut se dire que le test est concluant ou pas. Et il y a aussi des calculettes qui permettent en amont, donc avant de trop se lancer dans la réalisation de l'A/B test, de calculer combien de temps nécessiterait de durer le test pour pouvoir avoir un résultat. Et des fois, vous vous rendez compte que l'outil vous dit ça va prendre 2 ans pour avoir un résultat. Et donc là, l'idée du test, elle tombe à l'eau et il faut la travailler différemment. Mais il existe des outils, il faut chercher un peu en ligne, mais il existe des calculettes pour ça. On a également, alors je pense que c'est un petit peu dans la même veine, voilà, quel délai pour mesurer les résultats d'un changement comme celui fait sur le tunnel de contact? Je pense que vous avez peut-être un peu répondu à la question. Ouais, le tunnel de contact, ça avait été assez rapide parce que beaucoup de monde passe par là. Mais de mémoire, on avait fait un gros mois. Oui, voilà, c'est ça, en fait, entre le moment où on identifie l'optimisation, qu'on le met en place, si c'est plus ou moins long, parce qu'il y a des A/B tests qu'on va mettre en place et qui vont être directement réalisés via l'outil d'A/B test, et il y en a d'autres qui vont nécessiter une maquette, du développement, etc. Donc, en fonction de ça aussi, il faut quand même prévoir ce temps-là dans la réflexion. Une fois que l'A/B test est lancé, c'est en moyenne, on va dire, oui, 15 jours, 3 semaines pour avoir des résultats, mais encore une fois, c'est en fonction du trafic. Et après, il y a la conclusion, l'analyse, filtrée par différentes dimensions, c'est-à-dire est-ce que
le tunnel, par exemple, en l'occurrence, fonctionne bien sur mobile et sur desktop, ou est-ce que en fait l'évolution n'a eu un impact que sur mobile ou que sur desktop, et ensuite derrière on recommence une nouvelle phase d'A/B test, donc c'est jamais terminé en fait, mais oui, pour avoir des premiers résultats, on va dire qu'au bout d'un mois on peut commencer à avoir des premiers résultats, ouais. On a presque terminé, merci encore. Sur les outils voilà, d'A/B testing, vous avez parlé de A/B testing, VWO. Quelles sont les raisons, critères qui vous ont poussé sur votre choix? Au début, on utilisait Google Optimize. Google Optimize étant arrêté, nous on a regardé plusieurs outils et c'est VWO qui nous a retenu, mais qu'on a retenu. Mais là on commence tout juste avec VWO, mais il offre des fonctionnalités qui sont super intéressantes. Déjà il offre, on vous a présenté Hotjar qui permettent de faire les recordings, les heatmaps, etc. Il le propose directement dans l'interface, donc ça veut dire qu'on pourrait avoir deux outils en un. Et pour des raisons budgétaires, c'est toujours appréciable de pouvoir aussi faire des économies à ce niveau-là. Il propose quand vous naviguez sur un site et que vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous dites tiens j'aimerais bien le tester, vous pouvez, je sais pas le terme exact, mais vous pouvez le piner dans VWO pour pouvoir garder l'idée et revenir. En tout cas, nous c'est ce qui nous a séduit. Et peut-être Camille, tu vas rajouter. Oui, il y avait aussi le score PIE que je vous ai présenté à la fin, qui est intégré directement dans l'outil, ce qui permet de faire son scoring directement sur l'outil. Donc c'est vrai que VWO, c'est vraiment une solution intéressante. Encore une fois, après, sur le papier, elle est intéressante. On la teste que maintenant, que depuis un mois. Donc pour le coup, c'est le tout début pour nous. Mais elle est vraiment pour l'instant performante. Et A/B Testy, pour travailler avec A/B Testy depuis 3 ans déjà, c'est aussi un outil super performant qui permet d'aller très vite dans l'optimisation sans passer par du développement. Donc vraiment, les deux outils sont très très bons et proposent à peu près les mêmes services, hein. Donc les deux sont bons. Allez, une dernière question pour clôturer ce webinaire. On dépasse un peu le temps. Combien d'A/B tests prévoyez-vous sur une année trimestre? Fonctionnez-vous par roadmap trimestriel, mensuel? Alors, en général, on commence l'année avec une roadmap idéale parce qu'on a plein d'idées et qu'on a déjà depuis longtemps et qu'on veut mettre en place. Après, bien sûr, il y a la vie d'un site, d'une entreprise, de tout ce que ça engendre. Et derrière, il y a aussi l'analyse des performances, la performance du site au fil des mois qui va aussi perturber, on va dire, cette roadmap annuelle. Donc, on a une première roadmap qu'on fait en début d'année, qu'on agrémente, on va dire, au fil des trimestres. On a une vue très trimestrielle aussi. Et qu'on va ajouter du coup au fur et à mesure, sachant que, comme on vous l'a dit au début, un A/B test peut en déclencher un autre tout de suite après. Donc ça, c'est des choses qu'on n'aura pas identifiées au début dans la roadmap annuelle, mais qu'on va rajouter au fil de l'eau pendant l'année. Donc voilà. Et en moyenne, en général, on fait, je dirais, 2 A/B tests par mois, Gabriel. Ouais, la dernière fois on avait regardé, on est à peu près 3 qui tournent généralement en même temps. On dépasse rarement les 3. Donc là, si on doit répondre à la question, la moyenne, ça serait, on en a 3 toujours qui tournent et c'est plutôt trimestriel et annuel pour la roadmap. Super, merci beaucoup. Alors je vois dans les commentaires, dans le chat que la présentation a été fort appréciée. Merci pour ce retour d'expérience. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Et puis, pour ceux qui seront avec nous demain, je vous dis à demain. Merci encore, Gabriel et Camille. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.